Bienvenue dans Esprit MOF, une série de podcasts qui va vous emmener au plus près des MOF, ces passionnés et talentueux spécialistes de savoir-faire si variés et si inspirants. Esprit MOF, ce seront des rencontres inédites avec ces artisans, ces maîtres d'art, ces compagnons. Ils nous feront partager, imaginer leur parcours, leur vocation pour certains et bien sûr leur savoir-faire dans l'intimité de leurs ateliers. Dans ce premier épisode, nous sommes allés à la rencontre de Stéphane Collinet, distingué MOF couvreur en 2019. Tu m'ouvres toutes les pattes là, ouais. Tu m'ouvres les pattes là-bas, tu me lèves l'escargot, tu m'enlèves les pattes là, hein. Ici là, d'accord. Des métiers que je connaissais pas comme la couverture. C'est quoi la couverture ? On est loin de s'imaginer puisqu'on les voit jamais les couvreurs. Je dirais que j'ai un métier magnifique, c'est le plus beau métier du monde. Non ? Moi, je me sens pas grand bâtisseur, je me sens juste là pour restaurer des choses qui ont été bien faites. Vous êtes amené à faire un métier plutôt qu'un autre parce que le courant est passé. Durant tout mon parcours, j'ai eu cette chance de rencontrer des gens qui m'ont parlé de leur métier. Parce que c'est ça le concours. On va jamais au plus simple, hein. On va tout le temps à des choses qui pourraient sortir de l'ordinaire. Quand j'ai déposé la maquette, hein, j'étais tellement fatigué que je me suis endormi, j'ai eu un accident. Sans plus attendre, voici notre conversation avec Stéphane Collinet. Stéphane Collinet, dites-nous pourquoi nous nous retrouvons au milieu de ce chantier au château de Versailles. C'est un chantier essentiellement d'ardoise. On retrouve un peu tout ce qu'il y a sur la face principale du bâtiment. Voilà, ça reste du monument historique. Donc voilà, c'est une méthode traditionnelle. On revient aux choses qu'on faisait il y a 100 ans, même voire plus. Donc c'est intéressant. Stéphane Collinet, je suis chef de chantier chez Ballas, j'ai 48 ans, je suis né à Paris, j'ai vécu dans les Hauts-de-Seine, je suis MOF et à l'heure actuelle je suis membre des jurys des meilleurs apprentis de France. Un chantier comme ça, on est assujetti à un cahier des charges. Un cahier des charges, il est prévu avec un modèle ardoise imposé. Maintenant, il peut y avoir des aléas, des exigences de l'architecte qui font que les choses peuvent changer au cahier des charges. Mais on est lié à un cahier qui est mis en place avant la prise en poste. Chaque pièce qu'on vient déplacer, qu'on vient enlever, c'est une discussion, une réunion. On ne fait jamais les choses au hasard. C'est pensé, on y repense, on fait des maquettes, on fait des croquis, et les choses avancent comme ça. Il n'y a pas moyen d'avancer sur une étape sans en avoir fait un dessin ou une maquette. Combien de temps dure un chantier en général ? Ça peut aller de 6 à voire 1 an. Un autre exemple de chantier, si l'on prend par exemple le dôme de l'école militaire de Paris, qu'est-ce que cela représente pour vous ? Ça représente une fierté, sachant que tout le monde a la vue dessus. C'est quand même un bâtiment emblématique. Ça fait partie des bâtiments de l'armée. Ça fait partie des endroits où il y a souvent des défilés. Donc forcément, on a souvent le regard posé sur ce bâtiment. Alors, je suis très fier d'avoir pu contribuer à la rénovation du bâtiment. Et là, il y avait des matières très différentes, comme le zinc, le bois, le plomb. Oui, on est sur les mêmes sujets que Versailles. On est sur de l'ardoise, du plomb, on est sur du cuivre. Tous ces bâtiments se ressemblent, ont les mêmes particularités, c'est qu'ils ont les mêmes matériaux. On travaille sur des mêmes matériaux. Les choses sont peut-être des fois travaillées différemment, mais on retrouve les mêmes matériaux. Toutes les pièces que vous avez changées ont-elles été construites sur place ? Elles ont déjà été quantifiées, il y a déjà une quantité de fait. De calculer et on a prévu un tonnage. On a déjà fait le débit de nos pièces. Les pièces arrivent découpées et nous on les façonne. Si elles étaient faites en usine, elles seraient jamais. Il n'y aurait peut-être pas possibilité de les ajuster sur un vieux bâtiment comme ça. Autre symbole, l'hôtel Ritz à Paris.
Vous avez travaillé au salon d'été. Mon entreprise a eu la partie Vendôme, la partie Cambon. C'est l'hôtel qui se trouve de l'autre côté du jardin du Ritz. Et c'est un chantier qui a duré 3 ans. Alors moi, ma mission, elle a été très courte parce que tout de suite après, j'ai entamé l'école militaire. Mais moi, mon principal rôle, c'était de travailler sur la place Vendôme, côté MH. C'est la seule partie qui est classée MH. Donc du coup, j'étais là pour le traçage, l'approvisionnement. Côté Cambon et côté jardin, c'était d'autres chefs de chantier qui s'en sont occupés. Quelle définition donneriez-vous de l'artisan que vous êtes ? Je dirais que j'ai un métier magnifique, c'est le plus beau métier du monde. Non, j'en suis passionné. Quoi. Comment transmettez-vous votre passion avec les plus jeunes ? Je pense que la retransmission, elle se fait juste par la simple parole, c'est que tout le monde, quel que soit le statut qu'on a sur le chantier, tout le monde est important. La tâche que moi je pourrais faire, je la donne facilement à un apprenti ou à un autre compagnon. Tout le monde doit pouvoir passer par toutes les tâches. Et ça rend les gens importants, ça. Donc leur dire qu'il y a c'est des choses qui ont été faites il y a très longtemps, qu'on a la possibilité de faire aujourd'hui, quoi. Donc pour moi, il n'y a aucune tâche qu'un apprenti ne sait pas faire. Il faut le rendre important. Aviez-vous eu la vocation ? Non, c'est venu parce que la voie générale n'était pas ma prédilection. J'ai fait une multitude de formations, CAP, BEP et BP. J'ai rencontré des gens intéressants. C'est ça qui est important. Ça m'a permis de cibler, de connaître le métier qui me plaisait. Des métiers que je ne connaissais pas, comme la couverture. C'est quoi la couverture ? On est loin de s'imaginer, puisqu'on ne les voit jamais, les couvreurs. Ils sont souvent cachés, c'est souvent comme ça. Et voilà, en ayant fait un stage en couverture, je suis tombé sur un professeur qui m'a fait aimer le métier, quoi, qui m'a appris beaucoup de choses et pas avare de ce qu'il savait, de ce qu'il avait appris. Je pense que c'est quelqu'un qui avait envie de donner ce que on lui avait donné. Comme Versailles, hein, c'est un chantier où il y a eu énormément de croquis, de sujets, de choses proposées. Donc forcément, en arrivant sur le chantier, on est obligé d'amener des dessins, de faire des dessins. Alors des dessins à la main qui après vont dans des bureaux d'études où là on retravaille le dessin et on le propose à l'architecte. Comment se déroule un chantier comme ici à Versailles ? L'organisation, c'est au déroulement du chantier. Hein. C'est quand il y a des exigences comme ça où on prend du retard. On a encore le choix de gens qualifiés, mais ça devient de plus en plus difficile. Et après c'est suivant les tâches qu'on arrive à débloquer sur un chantier comme Versailles qui font que soit on a besoin de main-d'œuvre, soit on a besoin de gens très qualifiés. On a toutes les catégories. On a des gens qui alors c'est bien parce qu'il y a des gens qui veulent rester manœuvres, mais sans ces manœuvres, on ne peut pas faire de chantier. On a des gens qui sont du compagnonnage, donc ça c'est bien parce qu'il y a un savoir, mais c'est toute cette boucle qui fait qu'un chantier peut fonctionner. Donc effectivement, chez nous, on a toutes ces catégories de personnes. Combien faut-il de temps pour devenir chef de chantier ? Alors, il y a des gens qui se dévoilent très vite, qui ont 25-26 ans, qui sont à même de tenir un chantier. Et il y a des gens qui, par l'apprentissage d'un CFA, vont peut-être avoir besoin de 10 ou 15 ans d'entreprise pour devenir un jour chef de chantier. Y a-t-il un chantier idéal sur lequel vous aimeriez travailler ? Pourquoi pas le château de Chambord ? Pourquoi pas le château de Chambord ? Voilà. Pourquoi vouloir obtenir ce diplôme d'État ? Alors, ce diplôme d'État, il est, de toute façon, c'est une charte de qualité. Quand on regarde la télé, il y a ces gens en col bleu, blanc, rouge, ça vous évoque l'excellence, ça vous évoque des choses qui peut-être commencent à disparaître. Il y a de l'excellence dans des entreprises qui commencent à disparaître. Et moi, ce qui m'a amené à faire ça, c'est le fait qu'on pouvait donner à l'entreprise une certaine qualité, mais aussi avoir
cette qualité-là qu'on peut aussi prétendre et donner à son entreprise. Ça peut être une valorisation et puis c'est quelque chose que je convoitais depuis longtemps puisque j'avais déjà passé les qualifs 3 ans avant où j'avais été reçu mais que j'avais pas pu continuer puisque j'étais sur la Comédie Française. Après j'ai fait ministère de la Culture, donc c'est des chantiers qui m'ont demandé énormément de temps. Donc le temps je l'avais pas forcément, mais après on m'a expliqué que le temps il fallait le prendre. Comment se prépare-t-on pour devenir meilleur ouvrier de France ? Il faut avoir son milieu familial bien préparé. Il faut avoir un parrain. Moi j'avais le parrain, j'avais le milieu familial qui était d'accord pour ce projet. Donc c'était très important. Et de là avec quelques paroles de meilleurs ouvriers de France qui m'ont dit il faut que tu prennes le temps, tu l'auras pas le temps sinon. Et finalement j'étais encouragé, j'étais bien épaulé. Combien de temps de préparation ? Entre 3 et 4 ans de préparation. Pas en continu, mais que je prenais en plus de mon temps de chantier où je finissais très tard le soir pour me préparer. Expliquez-nous quelles sont les épreuves de qualification. Alors il y a une épreuve, c'est 2 épreuves qui se passent dans une journée. Le matin vous pouvez avoir une partie métallique, c'est-à-dire on repousse, on peut être sur une table de plomb, la pousser jusqu'à en faire une boîte à eau. Une boîte à eau, c'est un réceptacle que vous avez sur le bas des chéneaux, comme vous avez sur des grands édifices comme Versailles. Et l'après-midi, vous avez de l'ardoise. Alors l'ardoise, c'est sur une partie assez complexe, puisqu'on vous demande la taille soit d'une noue à 2 tranchis, soit d'une noue ronde. C'est des coupes spécifiques qu'on fait sur des rencontres de toit pour des monuments historiques. Une parenthèse, dans le concours, il y a des choses qui sont imposées parce que vous avez une maquette, un chef-d'œuvre à faire avec les mêmes matériaux. Et il y a des mesures de sécurité qui sont aussi imposées, puisqu'il y a des règles. Mais il y a des parties qui mettent en sujet libre. C'est-à-dire que vous avez vous aussi la possibilité de proposer. Et c'est ce que j'ai pu faire quand j'ai fait mes profils agrafés. On découvre le jour même. Et voilà, donc on arrive, on a une table de plomb et quelques ardoises et on doit faire ces 2 épreuves. Cette fois-ci, je pense qu'on était très nombreux pour cette dernière session. On était 25 ou 27 de toute la France et on a fini à 5 couvreurs. L'élimination déjà se fait par le biais des qualifs. Et une fois que vous êtes en finale, il y a toute cette préparation, le dessin, la mise en pratique de la charpente, donc toute l'ossature de la maquette à préparer. Et suite à ça, vous avez tout ce qui est partie métallique, ardoise, plomb et tuiles. Et là, entre-temps, il y a souvent, au bout de 5 mois, des déceptions ou des fatigues qui se ressentent. Il y a vraiment des étapes où vous êtes très jovial au début, vous êtes très, très excité par le concours. Après, vous êtes dans une période un peu de questions, une période de détresse. Et après, vous remontez la pente finalement parce que vous apercevez que les choses prennent forme. Enfin, ce qu'il faut évoquer aussi, c'est le lieu dans lequel vous allez faire votre chef-d'œuvre. Pour moi, il y avait de chez moi au local, il y avait 52 km. Donc je les faisais le matin, je les faisais le soir, je revenais à 1h du matin, donc c'était très éprouvant. Et j'ai eu cette chance, c'est que j'étais très bien épaulé, parce qu'on peut être seul, mais on peut être épaulé aussi. Donc moi j'étais épaulé par un parrain, qui était très pointilleux, et la direction était étroite. Il n'y avait pas d'à peu près, il n'y avait pas de... Je savais sur quel pied danser, et si les choses étaient mal faites, c'était à moi de les refaire. Parlez-nous de ce chef-d'œuvre. Alors c'est un chef-d'œuvre que j'ai découvert, pareil, aux qualifications. Je crois que j'ai passé plus de temps que les autres candidats. Moi j'ai mis 1500 heures. Énormément de réflexion, énormément de choses que j'ai fait, refait. C'est inimaginable. On n'est jamais satisfait, on n'est jamais...
Alors, il y a notre avis, il y a celui du parrain, et ça engage beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, pour en revenir à la maquette, hein, il y avait un sujet. Alors, la maquette avait plusieurs faces. Il y avait une partie en tuiles, une partie en bardeaux de châtaignier, une partie en joint de boue, une tourelle en ardoise, et il y avait une partie où on devait travailler du métal. Alors le métal, il nous demandait des profilés qu'on voit de plus en plus sur des bâtiments nouveaux pour habiller les façades, et il nous demandait des profilés à agrafer. Alors il y avait des profilés, vous avez des profilés plats, des profilés creux. J'ai choisi peut-être une partie très difficile, c'est que j'ai choisi des matériaux creux. Donc j'ai apporté des reliefs aux matériaux, et là ça m'a demandé beaucoup de temps parce que pas de griffure, pas de marque, bien posé, il fallait que ce soit bien aligné, donc non, c'était du boulot. Il y a des choses sur lesquelles je suis revenu et je me suis mis un peu plus de difficulté, parce que c'est ça le concours, hein. On va jamais au plus simple, hein. On va tout le temps à des choses qui pourraient sortir de l'ordinaire. Dans l'idée, c'était qu'elles servent pour que d'autres soient inspirés et se disent, voilà, le concours, moi, il faut que je le tente, parce que c'est quelque chose d'original, d'intéressant. Il fallait que ça serve, qu'on sache ce qui avait été possible sur ce genre de maquette. Et voilà, donc pour ma part, elle est restée au siège de mon entreprise. Vous étiez le seul couvreur ornemaniste à recevoir le titre ? Non, parce que le titre, c'est bien, on dit bien, hein, c'est un des meilleurs ouvriers de France, donc on peut être seul comme on peut être plusieurs, hein. Il y a pas de, on n'est pas le meilleur ouvrier de France, hein. Et on était 5 couvreurs et un ornemaniste. Donc voilà, la plupart bien chevronnés. Donc pour eux, j'avais l'impression que ça leur posait pas trop de problèmes. On n'avait pas du tout le même regard sur la maquette. Parlez-nous de votre parrain. Alors, dans un concours, comme je le disais, on a besoin d'un parrain, d'un moyen sur lequel on puisse s'appuyer durant le concours. Donc moi, j'ai eu cette chance, et sur un chantier chez Ballas, vu qu'on était collègues, j'avais un collègue qui s'appelait Adrien, qui était meilleur ouvrier de France, et je suis allé le voir. Et je lui ai demandé s'il était possible d'être épaulé, ou du moins qu'il devienne mon parrain. Et il m'a répondu oui. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir avoir des conseils face aux sujets difficiles, face aux périodes difficiles. C'est un appui important, puisqu'il vous réconforte, il vous apporte dans les moments de détresse des précisions. Quels conseils clés donneriez-vous aux jeunes qui voudraient se lancer dans le concours des meilleurs ouvriers de France ? Le jeune, je dirais déjà de bien... C'est toujours pareil, on revient au même point essentiel, c'est l'accompagnement. Et puis lui dire que tout est possible, parce qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de... C'est ça le concours, hein. C'est qu'à 24 ans révolus, c'est un concours que vous pouvez tenter, hein. Faut-il une condition physique et mentale particulière ? Ah oui, moi je sais qu'à la fin, arrivé à la fin du concours, j'étais épuisé, je savais même plus qui j'étais. Heureusement que j'ai eu cet appui, parce que dans le concours-là, finalement, j'ai eu quelquefois besoin de ma femme pour le nettoyage, le polissage de mes pièces, des choses où j'avais plus d'énergie. À un moment donné, on vient à des choses qui sont beaucoup plus essentielles. On laisse les choses qui peuvent être faites par une personne qui vous accompagne. C'est un concours familial, quoi. Si je l'ai eu, c'est un peu grâce à ma femme aussi, hein. Vous étiez content d'être arrivé au bout du concours ? Non, c'est une délivrance, parce que sur le chemin du retour, quand j'ai déposé la maquette, hein, j'étais tellement fatigué que je me suis endormi, j'ai eu un accident. Donc pour moi, j'étais à bout. Alors il y a cette délivrance, et puis il y a le moment où on vous annonce le titre. Et le jour qui m'a le plus marqué, c'est quand on est reçu à la Sorbonne. Donc là, et on a porté le col. J'ai rencontré des gens importants. Il y a eu un échange.
Pour moi, le MOF, la médaille, elle est à la maison. Je suis chef de chantier comme j'étais avant. Non, ce que je veux, c'est que les jeunes, quand on fait quelque chose ensemble, qu'ils soient exigeants comme moi j'ai pu l'être avec ce que j'ai fait, bien sûr avec les bons conseils. Moi, je dis à mon fils, demain, si la troisième, c'est toujours difficile, la troisième. Hein. Je lui dis, il y a aussi le compagnonnage. Donc, on a été sur des forums d'emploi, et on a rencontré les compagnons. Alors, ça le rebute d'être tout de suite dans la vie active. Je lui dis, mais il y a une préparation, des gens t'encadrent, des gens te suivent et tout. Et c'est ça qui est important. C'est le côté encadrant. Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Ils sont encadrés, ces jeunes. Vous sentez-vous héritier des bâtisseurs ? Moi, je me sens pas grand bâtisseur. Je me sens juste là pour restaurer des choses qui ont été bien faites. Puisqu'avant, c'est toujours pareil. On court après le temps. Est-ce qu'ils avaient ces heures-là d'imposer quand ils ont construit ces bâtiments ? Je pense pas. Donc nous, on est là pour restaurer et on essaie de le faire le mieux possible. Hein. Le fait d'être rentré dans ce concours-là, je me suis surpassé, je suis rentré dans des horizons que je ne connaissais pas, que j'ai appris durant le concours. Et qui me permettent aujourd'hui de me dire, voilà, je prends un peu plus de recul vis-à-vis de certaines personnes qui me demandent des conseils où je vais vers eux pour leur en donner. Il y a un échange, mais les choses sont beaucoup plus posées, beaucoup plus... voilà, je réfléchis beaucoup plus à ma façon de m'avancer vers les gens. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation intéressante et inspirante. Ceci était le premier numéro de notre série Esprit MOF. Nous remercions chaleureusement Stéphane Collinet pour son aimable participation. Entretien Gilles Brochard, voix Maud Protacoffler, montage et post-production Verlac Édition. À très bientôt pour un prochain épisode.